Sonia, bonjour. Bonjour Charlotte, Sam. bonjour. Bonjour Sam. Ça va bien? Très bien, merci. Et vous? Tout va bien? Très bien, Ouais. oui. Bon, on va bientôt déjeuner, je crois. Mais juste avant d'y aller, on va parler de l'Inde. On s'en va encore très très loin. Oui. Il faut voir comment se passent les problèmes de points IN, puisque les points IN ne sont encore une fois pas soumis aux règles DRP. D'accord. En Inde, il existe une procédure qui est assez avancée en fait, en matière de règlement des litiges pour les noms de domaine depuis 2005. En fait, ce qui se passait, c'est qu'avant 2005, tous les litiges en matière de nom de domaine se passaient devant les tribunaux et principalement sur le fondement de la contrefaçon. Depuis 2005, une procédure spécifique avec des règles spécifiques très largement inspirées des UDRP a été créée. Cette procédure, elle se passe devant le NICSI, qui est le National Internet Exchange of India, et qui a donc mis en place ces règles INDRP, donc pour Inde DRP, depuis 2005. Les conditions pour engager une plainte, donc une INDRP, sont d'abord d'avoir une marque identique ou similaire de telle sorte qu'il puisse y avoir un risque de confusion avec le nom de domaine qui nous ennuie. On peut aussi baser cette action sur un nom commercial dès lors qu'on a des droits qui sont donc antérieurs au nom de domaine. La deuxième condition, c'est que le détenteur du nom de domaine ne doit pas avoir de droit ou d'intérêt légitime dans le nom de domaine, donc c'est une condition qu'on retrouve très très régulièrement. Et la dernière condition, c'est que le détenteur du nom de domaine ait enregistré ou utilisé le nom de domaine de mauvaise foi. Alors encore une fois, là, on n'a pas deux conditions cumulatives sur l'enregistrement et l'utilisation de mauvaise foi. Ce sont deux conditions alternatives, donc c'est quand même un peu plus facile que pour l'UDRP. Comment est-ce qu'on prouve en Inde la mauvaise foi du détenteur du nom de domaine? On a vraiment des règles qui ont été vues et revues et re-revues, qui sont acquises en fait. Alors il y a trois moyens principaux de démontrer qu'il y a eu mauvaise foi pour les noms de domaine .in. D'abord, que le nom de domaine a été acquis clairement dans le but de revendre le nom de domaine, soit au plaignant, qui a donc des droits antérieurs, soit carrément au concurrent du plaignant. Ah oui, d'accord. Effectivement, ça prouve bien qu'il y a mauvaise foi dans la réservation du nom de domaine. La deuxième chose, c'est acquérir le nom de domaine vraiment dans l'esprit d'empêcher le plaignant de le détenir, c'est-à-dire à la limite réserver le nom de domaine et ne rien en faire, par exemple. Ne pas l'envoyer sur un site internet ni quoi que ce soit. Et le dernier moyen en fait, de démontrer qu'il y a mauvaise foi, c'est lorsque le détenteur du nom de domaine recherche clairement à attirer les internautes vers son propre site ou vers des liens commerciaux qui sont susceptibles de porter préjudice au plaignant qui a les droits antérieurs. Là encore, au niveau du blocage du nom de domaine pendant la procédure, il ne peut pas être transféré, en fait, le nom de domaine litigieux ne peut pas être transféré à un tiers pendant la procédure. Il y a quand même une particularité pour les points IN, c'est que le nom de domaine va pouvoir être transféré uniquement si la personne qui récupère le nom de domaine, donc auquel serait transféré le nom de domaine, accepte de se soumettre à la décision qui sera rendue. Donc finalement, c'est la seule fois où en fait, on a vu cette possibilité-là, c'est assez intéressant. Donc le nom de domaine n'est pas réellement bloqué, mais dans certaines conditions spécifiques en fait. Et alors, avec les arrivées des IDN, comment ça va se compliquer tout ça alors? Parce que là, on va avoir tous ces caractères. Enfin, il y a combien de langues en Inde? C'est une bonne question. Je ne connais pas tous les dialectes indiens. Il y a plusieurs dizaines de langues en Inde. Ça va être beaucoup plus complexe. Hein. Ils vont avoir beaucoup de travail, ces jeunes. Je pense qu'il y a de quoi faire. Ces jeunes gens. Mais c'est pour ça que en Inde, la procédure qui a été mise en place donc, en 2005 elle est quand même déjà bien rodée. On se rend compte qu'on a des décisions aussi qui sont assez rapides, puisque approximativement la procédure dure 3 mois. Donc c'est assez raisonnable. Et ici, on a des coûts de procédure qui sont très très limités puisque les taxes sont de $280 US. Ah oui. Donc c'est très très faible et les honoraires des avocats indiens se situent entre 1500 et 2300 $ US aussi. Donc c'est assez bien rodé, assez organisé, assez peu coûteux, assez rapide. Donc il y a une avancée quand même à ce niveau-là. Après, on verra. Il y a un nombre important de décisions rendues. Il y en a un certain nombre. Je ne saurais pas vous dire le chiffre. Il y en a. Depuis 2005, il y en a beaucoup. Bon, bah, c'est très bien. Bah, on fait le tour du monde en ce moment. C'est bien, hein, c'est sympa. On part en voyage. En voyage depuis Cannes en direct. Très bien. Exactement. Merci beaucoup. À la semaine prochaine. Avec plaisir.